bonjour à tous, nous allons parler donc de l'épisode de Dragon Ball Super. Il faut savoir qu'effectivement le chapitre 14 est sorti, mais j'en ferai une vidéo donc plus tard avec l'épisode 13, enfin le chapitre 13 puisque j'en ai pas parlé donc il y a quelques semaines et j'en suis désolé, mais on va se rattraper bientôt, puisque bon il y avait la Japan Expo, tout ça, donc il y a eu un gros changement et décalage au niveau de l'horaire. Bon, dans cet épisode-ci, donc il y a deux grosses parties principalement. La première étant donc par rapport aux préparatifs du voyage dans le futur afin de botter le cul de Black Goku. Bon, d'un côté on a Bulma donc qui comprend que le carburant sur lequel elle bossait avant est le même que celui qui est nécessaire là, au fonctionnement de la machine, comme quoi voilà tout va bien, donc faciliter un peu de ce côté là. Mais bon, c'est un peu logique évidemment que si Bulma a cherché à innover au niveau du carburant, elle tombe à un moment donné sur le même carburant qu'elle a de toute façon trouvé dans le futur par rapport à la machine. Pour le coup elle se fait aider donc de Pilaf et sa bande pour la réparation de la machine en elle-même, et pour le coup au début je me suis dit mais c'est un peu bizarre comment ça se fait que ces gosses ils arrivent à reconnaître tel ou tel outil et tout, ce qui aurait pu surprendre beaucoup de choses, même si c'était, allez, en soi c'est des adultes qui sont redevenus gosses, mais tu vois ils s'y connaissent et tout. Je me suis dit attends mais ils ont l'air intelligents en fait, ils s'y connaissent ou quoi. Et en fait pour le coup c'est vrai, encore une fois je me suis rappelé d'un truc, c'est que dans Dragon Ball tout court les mecs ils avaient carrément un château entier avec plein de pièges et de mécaniques, enfin de machines ultra performantes, et je me suis dit pour le coup c'est pas encore une fois plein de trucs qu'avait inventé la capsule corporation qu'ils ont donc réutilisé via les capsules, mais aussi des machins qu'ils ont construits eux-mêmes, tu vois, donc forcément qu'ils s'y connaissent un peu en technologie. Alors donc tout devient un peu plus logique pour le coup, encore une fois. Je sais j'utilise beaucoup de fois le mot pour le coup, mais voilà. Ensuite donc il y a aussi ce petit passage avec Trunk qui essaie de se rapprocher un peu de Mai, mais le mec il n'y arrive pas, il fait le malin, il essaie de se rapprocher du maximum de sa version du futur, quitte à utiliser et faire des imitations débiles, et qui évidemment ne marche pas sur Mai, puisque la meuf elle est complètement focus sur Mirai Trunks, et je rigole pas, hein, sur les fanfictions limite pédo comme ça, Loli avec Mai et Future Trunks, je vous jure, vous cherchez, vous en trouvez. Bref, et je me suis dit aussi pour le coup, pourquoi Trunk il réfléchit pas 2 secondes. Je veux bien, ok, que ce Mirai Trunks c'est bien d'un futur, voilà, où le mec il est badass, il a grandi, etc. Bah, c'est normal, mais c'est sa version du futur. Si le mec attend un peu, il va devenir comme lui. Je sais que Mai est attiré plus que le physique de... Enfin, plus que ça, c'est le côté un peu rebelle, enfin, rebelle. Allez, le côté un peu, tu vois, garçon qui a la vie dure et tout, qui attire Mai. Franchement, c'est un peu ce côté-là aussi. Mais bon, si c'est ça, Trunk, il doit pas bosser sur son allure, mais plutôt sur sa mentalité. Mais bon, voilà, on s'en fout, franchement, c'est vraiment une histoire d'amour. On en a rien à cirer. T'as déjà vu des triangles amoureux avec un mec, une fille et la version du futur du mec? Moi, j'en connais pas tellement. Mais si vous en connaissez, ça peut être marrant à voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc... tout ça se met en place, même Vegeta de son côté s'entraîne un peu, il est énervé d'ailleurs que Black Goku ait causé autant de merde dans le futur à sa famille. Oui, il est bien à sa famille, ma famille, comme quoi ouais, Vegeta, les liens familiaux, ça a vraiment évolué, ça a changé depuis le temps. Ça me fait un peu plaisir, et ça me fait un peu bizarre de le voir comme ça, le mec plus attaché. Je sais que depuis le début de Battle of Gods, on le voit, hein, il s'énerve notamment quand Beerus tape sa femme, etc. Mais à chaque fois ça me paraît bizarre, mais c'est tout autant sympathique pour lui, puisque ça permet de donner une autre profondeur à ce Vegeta qui n'est plus simplement un combattant, mais aussi un père de famille. Enfin, un père de famille maintenant, c'est un grand mot pour lui. Bon, alors de notre côté t'as toujours Beerus qui attend évidemment le dîner, mais t'as en même temps Whis donc qui fait ses petites recherches pour savoir d'où vient donc la personne qui est le même ki que Black, et ça vient plutôt en fin d'épisode. Ensuite nous avons la deuxième partie qui est pour moi bien plus intéressante, mais je sens que beaucoup d'entre vous vont certainement dire qu'elle était chiante, inutile, et ça faisait que remuer le couteau dans la plaie, puisque justement on a Trunks donc qui s'intéresse plus ou moins par rapport à la situation de Gohan actuellement. Tu vois, bon, le Gohan de Trunks c'était évidemment un Gohan voilà qui transpirait la classe, c'était son maître, c'était un dur, c'est un survivant, voilà, le digne fils de Son Goku. Et pourtant, nous on connaît un autre Gohan, celui qui est devenu le fanboy de l'équipe d'Algérie. Non, sérieusement, avec son training, avec son putain de training Adidas. Non, soit, du coup, pour revenir à ce que je disais, effectivement, ça peut être chiant ce passage-là, mais je le trouvais personnellement nécessaire parce qu'il était évident que c'était normal de montrer un Trunk face au changement de Gohan. Je veux dire, tous les changements qu'il y a eu à partir de l'arc Cell, c'est des changements qui ont eu et qui ont été possibles grâce à la venue de Trunks. En fait, Trunks, ce qu'il est en train de voir là, c'est les résultats de sa venue dans son premier voyage. Donc Trunks, du coup, se rend chez Gohan. Donc déjà, il est surpris évidemment par son apparence, mais je pense que beaucoup de gens, beaucoup de fans se sont retrouvés en Trunks en voyant justement Gohan là. Quoi, c'est ça, Gohan? Il est où le badass là, Mystique Gohan là, qui pétait la gueule à Super Buu? Il est où lui? Tu vois, effectivement, je comprends que certains diront que ça s'est remué encore le couteau dans la plaie, hein, mais du coup c'est normal que Trunks soit surpris, hein. Je veux dire, ça surprend tout le monde que le mec soit devenu un parfait père de famille qui s'occupe de sa vie. Il est vraiment allé dans une conférence durant le tournoi multivers et tout, alors que je veux dire les autres, même la famille, etc., Chichi, tout ça, ils étaient venus, alors que Gohan, non, il avait des trucs à faire. Voilà, limite on le met vraiment à l'écart de l'histoire. Je me demande même pardon si c'est vraiment pas fait exprès pour qu'on le ramène à un moment donné. J'espère en tout cas, hein, parce que si on relègue définitivement Gohan au rang des Oolong et des Plou, non s'il vous plaît, quoi, ce serait vraiment... Ok qu'on ne fasse rien avec lui, d'accord, mais qu'on le relègue tellement loin que le mec a plus rien à voir et qu'il n'apparaisse plus dans l'histoire, c'est assez bizarre. Bon. Donc
Trunks découvre un peu donc sa vie, Videl, Mister Satan et aussi Pan, etc. Pan qui d'ailleurs, si on garde en tête la temporalité de Dragon Ball GT, a toujours été une casse-couille, hein, depuis sa version bébé jusqu'à la version Dragon Ball GT. Bref, à part ça, évidemment, Trunks est un peu ému. Et personnellement, cette scène-là m'a fait... Voilà, je l'ai trouvé assez touchante parce que évidemment il était conscient du changement qu'il avait apporté, mais il s'attendait pas à un tel changement radical par rapport à sa version de lui de Gohan, tu vois. Donc je trouvais cette partie-là totalement nécessaire pour moi, puisque d'un côté elle remotive Trunks, et puis d'un autre côté elle fait aussi réfléchir Trunks d'un truc, c'est que sa vie aurait pu être comme celle de Gohan. On ressent l'envie chez Trunks d'avoir aussi envie d'une vie de famille, alors que justement il est en décalage par rapport à tout ça. Le mec il a grandi déjà avec les cyborgs et tout, et ensuite il a continué sa vie avec un Black Goku qui détruit encore ce qu'il a essayé de sauver à la base. Tu vois, donc toute sa vie n'a été vraiment qu'une succession de batailles, survie, survie. Donc c'est normal qu'on le voit limite, tu vois, un peu gêné, un peu mal à l'aise dans ce bonheur parfait. Le mec vient même à se dire putain qu'est-ce que je fous là, je suis censé sauver le futur, tu vois. Il a raison d'un côté, mais en même temps c'est ça, c'est ce qu'il a essayé de, c'est ce qu'il voit là, ce bonheur là qui lui semble un peu bizarre, c'est un peu ce qu'il a créé, ce qu'il a voulu créer. Et en voyant justement Gohan heureux et totalement différent du Gohan qu'il a vu, eh bien c'est normal que celui-ci en vient même à pleurer parce que lui-même se dit putain moi aussi j'aurais pu être comme lui, mais je suis heureux, c'est ça que je voulais et c'est pour ça que je vais sauver le futur pour que justement un futur dans ce style-là puisse exister. Et je trouve ça donc totalement nécessaire de voir ça, même si ça pouvait être chiant pour nous. C'est un peu le but, je pense, que toutes ces scènes donc avec Gohan paraissent ennuyantes, parce que c'est ça le bonheur en fait pour nous qui on est habitué à voir ici un animé donc de fight et de baston, voir les moments de paix, ça nous intéresse pas d'un autre côté. Mais pourtant c'est ça la paix, c'est une vie calme, posée, la famille, les tracas quotidiens, c'est ça la vie. Ça peut être chiant pour nous, mais c'est ça. Et c'est ça que c'est là-dedans qu'on voulait foutre Trunks, lui qui représente justement tout ce qui est baston, et bien on le fout justement là où toutes les aventures nous mènent, au bonheur, au calme parfait. Donc voilà, je voulais juste que vous puissiez, si vous n'avez pas aimé ces séquences-là, j'essaie ici maintenant de vous donner une idée pourquoi moi personnellement je trouve ces séquences-là nécessaires. On pourrait dire un mal nécessaire, mais en tout cas nécessaire malgré le côté un peu chiant. Bon, alors entre temps, je sais ce sera peut-être un sujet de débat encore une fois, il y a la séquence où on voit Trunks se transformer en Super Saiyan. Ok, on est d'accord, cette scène n'est pas du tout aussi bien que celle qu'on a connue. Ouais, mais c'était pas le but en fait. Faut savoir que cette scène là où on voit donc Trunks se transformer en Super Saiyan, c'était surtout pour nous rappeler ce qui s'était passé et comment c'est arrivé à la base. Ouais, je sais bien qu'entre nous on a tous vu l'anime plein de fois donc on est au courant, mais d'un autre côté il faut se dire aussi que la Toei cherche à toucher un nouveau public, etc. etc. Enfin, je vais pas vous faire le topo, donc ils ont foutu cette séquence là pour ça, tu vois. Donc c'était une séquence non pas pour impressionner mais surtout pour rappeler certaines informations, parce qu'évidemment du côté de l'animation, de la musique, évidemment ça n'a rien à voir avec l'ancienne version. Par contre je dois souligner le travail incroyable, l'interprétation incroyable et excellente du seiyuu, donc j'allais dire du comédien de doublage, mais plutôt la personne donc qui prête sa voix à Mirai Trunks, qui franchement je trouve que peu importe que ce soit l'ancienne ou la nouvelle version, la force qu'il a dans sa voix pour transmettre ouais, sa douleur, sa peine, sa colère, je trouve ça excellent. Je veux dire, à chaque fois qu'il se fait botter le cul par Black, à chaque fois qu'il gueule putain de merde, on ressent vraiment la douleur, tu vois, alors que Goku putain t'as un peu l'habitude de l'entendre gueuler, Vegeta pareil, etc. Mais la voix de Trunks personnellement putain tu sens vraiment tu sens l'énergie quoi, tu vois, tu sens vraiment la force qu'il y a derrière ce cri, et justement c'est pour ça que juste au niveau de la voix, cette scène là était pour moi aussi bien que la précédente. Bon après évidemment si on doit juger dans son intégralité, l'ancienne encore une fois est toujours meilleure, mais bon ça c'est encore une autre chose, donc pas la peine de comparer, ouais cette scène là est pas aussi bien, autant pourquoi ils nous ont pas foutu carrément les séquences de DBZ pour ça, putain, etc. Non, ça sert à rien de parler de ça, je voulais juste donc que vous soyez au courant. Bon alors évidemment on termine la fin donc de l'épisode avec Trunks qui enfile donc ses fringues parce qu'il était temps que le mec se lave un peu, et ensuite on termine avec Goku qui donc part avec Whis et Beerus dans l'univers 10. Oh, parce qu'ils vont chercher donc ce Kaioshin qui viendrait d'un autre univers, Zaoza. Non je sais il s'appelle Zamasu mais Zaoza c'est un petit effet. Bon bref. Donc du coup ils vont arriver donc à cet univers où on voit à la fin donc ce Zamasu. Oui je sais d'où vient le nom Zamasu, bon déjà il a été donné dans le preview de cet épisode, de l'épisode suivant. Et en même temps il a déjà été annoncé dans un magazine, mais croyez-le ou non, mais c'est la seule info qu'on a. Bon, donc il s'appelle donc Zamasu. Je sais ça spoil un peu, mais bon merde c'est qu'un nom quoi, en plus ça indique rien d'autre. Bon il s'appelle Zamasu. Et il est ouvert. Je sais, la plupart d'entre eux voulaient que je parle du preview, et c'est ce que je vais faire. Je vais parler de ce putain de preview. Donc du coup, pour ceux qui ne veulent pas, qui veulent pas savoir ce qu'il y a dans le preview, je trouve ça un peu bizarre parce que bon, le preview c'est un preview. Hein, les gens, même s'ils montrent certaines séquences, tout l'épisode ne tourne pas autour de ça. La preuve, la preview de la semaine passée sur cet épisode-ci montrait genre Zamasu, alors que putain, c'est juste 3 putains de secondes. Vous vous rendez compte? 3 putains de secondes dans l'épisode entier, et ça fait partie de la preview, tu vois. Je trouvais ça vraiment dingue. Bon. Enfin, c'est un peu le boulot de la preview de donner envie, mais bon. Donc je souhaite donc une agréable semaine à ceux qui s'en vont maintenant, et pour les autres, parlons de cette preview. Eh bien, tout d'abord, on apprend effectivement que ce Zamasu vient donc de l'univers 10, ça je l'ai déjà dit, mais c'est quand même un truc important à savoir. Putain, si c'est effectivement ce mec-là qui est lié à Black Goku, putain, il a fait un voyage hein, pour aller jusqu'à l'univers 7. Pourquoi l'univers 7? Et puis, d'une autre manière, c'est, ouais, comment va-t-il récupérer ce corps?
Parce que bon, de ce qu'on apprend donc dans cette preview déjà, c'est que ce mec, en plus d'être une sorte d'apprenti Kaioshin, est un génie du combat. Tu dois échanger des petits coups avec Goku. Alors Goku en Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, voilà, j'ai l'impression qu'il alterne, à des moments il change. Je sais pas trop, mais en tout cas, Zamasu est capable de gérer ce Goku là, ce qui est pas rien. Je veux dire, le Kaioshin de notre univers à nous, effectivement, était capable de vaincre Freezer en un seul coup. La race des Kaioshin sont la race des Shinjin, qui sont de base ultra puissantes. Je crois que c'est les races qui, sans s'entraîner, sont les plus puissantes de l'univers, si je me souviens bien. Bon, à côté t'as Freezer aussi, mais bon, ça c'est encore un autre truc. Bon. Donc t'imagines un personnage comme ça expliquerait peut-être pourquoi Black Goku arrive par exemple à emmagasiner les techniques de Goku, tu vois, à apprendre de son style. Parce que bon, quand on dit génie du combat, c'est quelqu'un en soi qui apprend du combat, qui apprend sur le coup, qui apprend quoi, vraiment comme un génie quoi. C'est pour ça qu'on dit génie du combat, je pense. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme je l'ai dit, Black Goku lui-même a appris de Goku. Au départ, je pense que moi-même et tout le monde, on pensait tous que c'est parce qu'il est dans le corps de Goku qu'il apprend le style de combat Goku et qu'il devient plus fort. D'un autre côté, on sait aussi que quand il combattait Trunks, le mec devenait de plus en plus puissant, tu vois. Black Goku devenait de plus en plus fort. Et en combattant Goku, pareil. Mais c'est juste qu'il a mis l'accent sur le fait de combattre Goku, que ça l'a rendu plus fort, parce que évidemment Goku est beaucoup plus fort que Trunks, donc c'est normal qu'il a appris beaucoup plus de Goku que de Trunks. Et là où je vais en venir, c'est que ce côté-là de ouais j'apprends les techniques, ça s'expliquerait si effectivement c'est Zamasu qui donc est dans le corps de Black. Parce que si Zamasu est une sorte de génie du combat, etc., en prenant possession en plus d'un corps de Saiyan, et ben le mec devient bien plus fort, tu vois. T'imagines un esprit de Shinjin, Kaioshin dans le corps d'un Saiyan, et putain mais t'as une marge de progression hallucinante. Les Shinjin qui sont de base ultra forts même sans s'entraîner, avec les Saiyans qui évoluent dans le combat, et ça donne une race super puissante. Donc c'est tout à fait normal que Black Goku, à chaque combat, à chaque douleur et n'importe quoi, devient de plus en plus fort. Bon, alors on sait donc que Zamasu a le même ki que Black, mais on ne sait pas vraiment le prouver à ce stade-ci. Parce qu'on regarde bien Zamasu comme ça, ok, il a pas l'air non plus super gentil, mais il n'a pas non plus l'air d'un fou malade comme Black Goku. Hein, bon, j'avais déjà lâché ma théorie comme quoi le mec va se séparer en deux entités, peut-être en bien ou en mal, je sais pas trop. Maintenant, ça ne reste qu'une idée, mais bon, on peut se poser des questions. Déjà, d'une part, où a-t-il trouvé ce corps? Pourquoi va-t-il jusqu'à l'univers 7 alors que le mec est dans l'univers 10? À moins qu'on me lâche que le futur de Trunks est en fait l'univers 10, et qu'en fait le Kaioshin qui a donné des instructions à Trunks pour buter Dabla et Babidi, c'est en fait Zamasu. Non, s'il vous plaît, me cassez pas les couilles. Alors, ce Zamasu ici, en tout cas à ces deux potas là, d'ailleurs certains me disaient la semaine passée, ouais mais ta théorie là que en fait Black c'est Zamasu, c'est pas possible puisqu'on voit Zamasu ici là avec ces deux potas là normal, c'est pas possible. Et j'ai envie de rappeler un truc qui me semble assez évident, mais le Zamasu qu'on voit ici c'est le Zamasu du présent. Black, s'il est lié à Zamasu, bah, c'est le Zamasu du futur. Donc tu vois, il y a des années encore, donc il y a du changement qui est possible, hein, donc c'est pas impossible. Donc de toute façon c'est à 95% confirmé que Zamasu est d'une manière ou d'une autre celui qui contrôle Black Goku. À 95%, il reste 5% de chance que ce soit quelqu'un qui en fait rien à voir, tu vois. En plus de ça, nous voyons donc les anneaux du temps qui sont là, tu vois, derrière. Il y a un anneau du temps, mais il y en a d'autres encore qui y ressemblent, mais ils sont d'une autre couleur. Alors j'imagine que ça signifie que peut-être les pouvoirs ne sont pas encore réveillés de cette bague, ou alors ont des pouvoirs différents, je sais pas, peut-être capable d'arrêter le temps. Quoique arrêter le temps, c'est un pouvoir quand même abusé, hein, dans le style du Tokidobashi de Hit. En tout cas, donc arrêter le temps ou un autre truc qui permet d'altérer le temps, peut-être même voyager dans d'autres univers, ça expliquerait aussi. Bon, en tout cas, on a un seul anneau du temps, qui est le même évidemment que possède Black. Donc j'imagine que peut-être que ce Zamasu là à un moment donné est peut-être devenu méchant, a pris la bague, a pris l'anneau, a tué donc son mentor, le Kaioshin jaune là, et je sais pas moi, a décidé de partir en vadrouille pour buter les humains à cause d'un truc qui lui est arrivé, ou que par rapport aux humains de son univers à lui, il s'est dit voilà c'est une race qu'il faut détruire, tuer, etc. Ou peut-être a-t-il entendu parler des humains dans d'autres univers, genre le 7, voilà, qui voyagent dans le temps et qui causent de grosses emmerdes, il s'est dit putain il faut tuer l'humanité, voilà je sais pas quoi. Donc faut voir, mais je pense que ce Zamasu là a un lien avec les humains, il a vécu quelque chose avec eux, ou en tout cas les observe depuis tellement longtemps que voilà il s'est dit voilà il faut les tuer. Genre peut-être avant aimait-il les humains parce qu'ils avaient une vie courte mais ils vivaient à fond, tu vois. C'est le genre de discours qu'on entend souvent dans certaines histoires de manga, mais qu'à un moment donné, tu vois, il remarque que les humains sont devenus, étaient devenus méchants, sont mauvais, et peut-être peuvent être les pires espèces, les pires races, pardon, ou espèces ouais, de l'univers. Je vous renvoie donc à ma vidéo de la semaine passée concernant donc concernant Zamasu, concernant la Potala, là je vous avais dit, je vous conseille vraiment d'aller voir si vous n'avez pas encore vu, ça peut être intéressant pour développer donc une autre théorie. Bon. Et donc la preview se termine là-dessus, donc avec cet échange beaucoup, voilà. Donc à ce stade-ci, les questions qu'on peut se poser, et qu'on doit se poser surtout déjà, pourquoi Zamasu veut-il tuer tous les humains? Bon, il y a un semblant de réponse, mais voilà. Où a-t-il trouvé ce corps qu'il possède, qui ressemble à Goku, qui est Goku, qui ressemble à Goku? Où a-t-il trouvé ce corps? Troisièmement, c'est pourquoi voyager dans d'autres univers pour cela? Je veux dire, tuer les humains dans son univers parce qu'il les déteste, ok, mais pourquoi les autres univers? Et voilà, principalement ces trois-là. Et surtout 4, comment ça se fait qu'il a pété un cap, tu vois, alors que là il semble, tu vois, docile encore. Mais pourquoi il pété un cap? C'est ces 4 questions-là donc qui pour moi semblent évidemment primordiales à répondre pour trouver et comprendre l'histoire. Mais je suis franchement très satisfait en tout cas au final de cet épisode-là, parce que, enfin de cette semaine, parce que
D'habitude dans les épisodes entre le début d'un arc et les bastons, tu vois, t'as toujours les entraînements et des entraînements. Ici on voit pas tellement cela, tu vois. On voit surtout des préparatifs plutôt émotionnels en fait, hein. On travaille un peu la psychologie des personnages. Ici il y a un mystère, un grand mystère, c'est l'identité de Black avant d'aller le voir. Et j'imagine que d'ici le voyage dans le futur, eh ben, on aura découvert qui il est, ou alors aura-t-on des implications et des incidents dans le présent avec ce Zamasu-là qui pètera peut-être un câble avant. Je sais pas trop, mais en tout cas je suis excité de voir la suite parce que franchement le mystère reste encore là. Enfin le mystère ouais plane encore, tu vois, il y a beaucoup de possibilités, mais les réponses, voilà, c'est difficile de vraiment toutes les prévoir. Et je salue vraiment Dragon Ball de nous donner ça parce que c'est vraiment ultra rare qu'on a ce genre de questions, tu vois. C'est ultra rare qu'on arrive à se poser des questions et qu'on essaie de deviner dans Dragon Ball alors que d'habitude tu vois on attend, on regarde, on découvre et c'est tout. Mais là je trouve vraiment ça bien qu'on puisse se prêter à l'exercice avec cet anime là. Voilà, je voulais juste dire ça parce que je trouvais ça cool, puisque j'adore Dragon Ball, super, comme n'importe quelle autre série de Dragon Ball, bien qu'il y ait évidemment des défauts, mais je le regarde chaque semaine comme vous quoi. Voilà. Et je suis pas là pour critiquer à la base, je suis surtout là pour donner un peu une sorte de recul, un point de vue, tu vois, comme j'aime lire le vôtre, hein, quand vous postez en commentaire. Je trouve vraiment ça important donc de le signaler, pour pas que je passe évidemment pour un gars qui regarde sans vraiment être satisfait. Voilà, c'est pas mon but je pense, et je voulais vous le dire. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao, passez une agréable semaine et à la prochaine. Bisous.